Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Le ministre des Finances, Christian Yoka, a créé un dispositif appelé FUTA, visant justement donc à procéder au paiement des impôts, des droits de douane, des taxes, des redevances, bref, tout ce qu'il y a comme taxes qui sont au profit de l'État ou des collectivités locales. Il s'agit en principe de ce qu'on peut appeler un SWIFT, c'est un peu technique, mais enfin un mécanisme qui est huilé, permettant justement à tous les contribuables et à tous ceux qui sont chargés de payer une taxe, une redevance qui revient à l'État ou aux collectivités locales, de procéder donc à ce paiement via, n'est-ce pas, un système qui vient d'être mis sur pied par lui. Il s'agit tout simplement, n'est-ce pas, de manière un tout petit peu clair, il s'agit, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le paiement par monnaie électronique, monnaie numérique, le prélèvement bancaire ou alors utiliser sa carte bancaire. Alors cela ne revient plus seulement, si on peut bien comprendre l'esprit dans lequel le ministre s'est mis, il ne s'agit plus, n'est-ce pas, seulement de la banque postale qui devrait donc avoir l'exclusivité de ces paiements. Les paiements, comme vous le constatez, certainement que d'autres banques partenaires feront partie de ce projet, mais aussi, pourquoi pas, d'autres moyens électroniques que nous utilisons aujourd'hui. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le mobile money. Bref, tout n'est pas encore clair, mais lorsque nous discutons avec des experts, c'est ce sur quoi on tend quelque peu. Mais alors, on va ici essayer d'examiner quelles peuvent être les limites de ce projet tout à fait, il faut le reconnaître, souverain, oui, qui permet à l'État de recouvrer ces différentes taxes dans la transparence afin qu'il y ait une espèce de tracking. Et dans 2 mois, comme le dit d'ailleurs, n'est-ce pas, la note du ministre, c'est que cela devrait être effectif. C'est une bonne chose puisque nous sommes pour justement la dématérialisation des moyens de paiement, des taxes et tout ce qui doit être versé au trésor. On est là dans la configuration justement de faire que ce soit d'autres intermédiaires, que plusieurs intermédiaires viennent se greffer à ce SWIFT pour justement recouvrer les recettes, les taxes et de l'État. Une bonne chose. Mais il y a quand même aussi, il faut reconnaître, comme une espèce de l'envers du décor. L'envers du décor, c'est d'abord le fait que dans ce genre de projet, le ministère des Finances n'associe pas l'AXI. L'AXI, ce n'est autre que l'Agence congolaise des systèmes d'information. Si vous voulez, c'est la société qui a été créée sur les cendres de l'OCI, c'est-à-dire le Fils congolais d'informatique. Une structure qui est placée sous tutelle du ministère des Finances. Et il faut noter une chose, lorsque on jette un coup d'œil sur justement l'acte portant création, n'est-ce pas, de cet établissement en 2015, c'est que justement l'AXI est l'organe conseil habilité à prodiguer des conseils au ministère des Finances ou alors, si vous voulez, au gouvernement dans tout ce qu'il y a comme innovation technologique ou alors tout ce qui concerne la digitalisation, l'informatisation, c'est l'AXI qui s'en occupe. C'est une structure qui dispose des cadres compétents. Lorsqu'elle n'en a pas, elle peut éventuellement, le cas échéant, en chercher à travers le monde et faire la proposition à l'État. C'est elle qui doit avoir, c'est-à-dire cette structure, l'Agence congolaise des systèmes d'information, qui devrait avoir un regard tout à fait assez pertinent du fait de son expertise sur ce genre de projet. Et d'ailleurs, il faut noter que dans la loi de finances 2025,
l'Assemblée nationale, à travers la commission finances et économie, a essayé de trouver le moyen de renforcer l'Agence congolaise des systèmes d'information dans le but justement d'aller dans ce qu'on appelle la dématérialisation des moyens de paiement en ce qui concerne les collectivités locales, mais aussi à travers un autre projet qui consistait tout simplement à voir comment est-ce que on peut diminuer autant que faire se peut les paiements physiques afin justement de suivre une espèce de transparence et de tracking. 2 projets ont donc été mis sur pied pour éventuellement donc aller très vite dans le cadre de la digitalisation des moyens de paiement et il fallait trouver pour cela le moyen de renforcer financièrement la mise en œuvre de ces projets. Et l'AXI, justement, à travers la commission économie et finances au niveau de l'Assemblée nationale, a donc procédé à une espèce de taxe. Une taxe, comme vous le voyez, n'est-ce pas, sur votre écran, n'est-ce pas, dans le cadre de la loi de finances 2025, une taxe donc a été prévue pour renforcer justement l'AXI dans le cadre de ces 2 projets. Il s'agit, n'est-ce pas, de 10% de prélèvement au niveau de l'agence de régulation des transferts de fonds. Ça voudrait dire plus simple, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme transfert que nous faisons. Et il y a, n'est-ce pas, des prélèvements qui sont effectués par l'agence de régulation des transferts de fonds et une disposition a donc permis, une clé de répartition, si vous voulez, a été établie, n'est-ce pas, par la loi de finances, permettant, comme vous le voyez à certaines structures, d'avoir un taux adossé sur les prélèvements totaux collectés par cette agence. Et en ce qui concerne l'AXI, c'est 10% en ce qui concerne la loi de finances 2025. Et comme vous avez sous vos yeux, il s'agit cette fois-ci de la loi de finances 2026, puisque dont le taux a été ramené de 10 à 5%. Et selon nos informations, en ce qui concerne la loi de finances 2025, pratiquement 3 milliards de francs CFA ont été collectés pour justement donner un coup d'accélérateur à ces 2 projets. Et cela a donc permis, comme vous le constatez, à tous les experts de l'AXI de travailler d'arrache-pied pour justement aboutir à des conclusions d'un projet tout à fait porteur. Ça voudrait donc dire que, si vous voulez, l'État s'est donné des moyens, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse tout simplement aussi du pouvoir législatif, se sont donné les moyens de pouvoir donc encadrer la transparence ou alors les opérations de tracking, de digitalisation des moyens de paiement dans notre pays en ce qui concerne les taxes et autres. L'État s'est donc donné des moyens à travers son organe technique et conseil qui est l'AXI. Et le travail a été fait. Dans quelques jours, d'ailleurs, je pense qu'on devait procéder à ce qu'on appelle à une présentation du projet, puisque la conceptualisation a été faite et donc on était maintenant, si vous voulez, dans la phase qu'on appelle la phase de mise en échelle, pour utiliser le langage technique du coin. Mise en échelle, ça veut dire tout simplement, on essaie donc de faire des projections, de voir comment est-ce que ce projet peut être implémenté, quelles sont à peu près les projections que cela peut éventuellement donc apporter. Cela, à la surprise générale, le ministre des Finances, enfin je ne vais pas personnaliser, si vous voulez, le ministère des Finances a parallèlement donc créé FUTA, qui a été justement, n'est-ce pas, présenté, enfin à travers le document que vous avez sous les yeux, le projet FUTA est donc créé, n'est-ce pas, le 22 mai dernier, comme vous pouvez le constater à travers le document qui est sous vos yeux. Alors se pose quand même un problème, c'est-à-dire que
l'État lui-même s'engage dans un process qui consiste justement à se donner des moyens de digitalisation des paiements des taxes, des impôts, des douanes, des redevances et consorts. Et puis, parallèlement, sans que son organe technique, qui donc est d'ailleurs porteur de ce projet, qui a effectué la conceptualisation, et au moment où on doit passer à ce qu'on appelle la mise en échelle, eh ben voilà, un projet, celui Fouta, est sorti sans que l'organe technique de l'État en soit associé, c'est-à-dire du point de vue donner quand même des orientations, tester, regarder certaines choses, parce que c'est quand même l'organe technique, n'est-ce pas, de l'État. Qu'on le veuille ou non, c'est l'organe qui est créé par l'État et qui dispose quand même des moyens. La preuve, on voit qu'ils avaient, selon nos informations et nos investigations, le projet est maintenant devenu mature et ne restait que à être présenté et voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Mais le projet Fouta, parallèlement, a été créé sans qu'on sache, sans qu'on en soit informé du moyen de financement dont il a bénéficié, quels sont les gens qui ont été à la manœuvre, comment est-ce qu'ils ont pu certainement faire la collecte d'informations, savoir, bref, ça a été fait, mais du point de vue financier, ça crée quand même ce qu'on appelle la dispersion des finances. C'est-à-dire qu'en même temps, l'État s'engage d'un côté à mettre à la disposition de son organe conseil technique qui est l'ACSI des moyens adéquats pour justement mettre sur pied des projets visant à digitaliser les moyens de paiement. Parallèlement, le même État, ça fait doublon, crée donc aussi Fouta. Mais ce n'est pas, nous on n'est pas là dans les débats aujourd'hui de confrontation, mais c'est une question en notre qualité de journaliste qui mérite d'être posée. Comment ça va donc se passer? Est-ce que ça va passer en perte et profit tout ce qui a été engagé par l'ACSI? Je n'en sais rien, mais nous constatons que le projet Fouta, c'est celui qui est retenu par le ministère des Finances, qui d'ailleurs assure la tutelle, je dois vous le préciser, de l'ACSI. Il y a quand même quelques petites interrogations qui méritent, n'est-ce pas, d'être posées, qui méritent d'être mises sur la table. Comment est-ce que le projet Fouta, s'il n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle la mise en échelle, va justement être efficace? Parce que dans 2 mois, ce projet devrait effectivement être implémenté. C'est-à-dire que dans 2 mois, les impôts, les redevances, les taxes et tout ce qui va avec doivent être payés via, n'est-ce pas, ce système, ce SWIFT. Ce qui est une bonne chose. Moi, je suis pour que justement on aille vers la digitalisation des moyens de paiement parce que pour moi, ça rassure sur la transparence. Je suis de ceux qui pensent d'ailleurs que au Trésor public, il se pose encore un réel problème. On a parlé de l'opérationnalisation du Trésor en banque du Trésor. Je ne sens pas vraiment que la moutarde est en train de prendre. Je discutais avec une autorité qui travaille dans une structure du Trésor à l'intérieur du pays. Je préfère, pour des raisons professionnelles, ne pas dévoiler la localité. La personne me disait, Alphonse, je dois être appelé par l'ADEP, c'est-à-dire la direction au niveau du Trésor, pour me demander qu'est-ce que tu as effectué aujourd'hui comme recette. Ça se passe par téléphone. Il me dit qu'il n'a même pas d'ordinateur. Donc, libre à lui de dire, aujourd'hui j'ai encaissé 20 millions, 30, 40 millions. C'est ce qui se passe. Et cela, ce n'est pas un cas unique, c'est de manière générale, comme ça que le Trésor travaille. Donc, on est quand même, pour moi, il faut le reconnaître, dans une situation où le Trésor ne se montre pas encore vraiment assez percutant dans sa manière de travailler. Il y a des grands cadres, oui, je ne refuse pas, mais il y a des véritables problèmes, des gens qui sont en poste depuis plusieurs années, donc qui n'ont pas bougé du tout. Vous avez, n'est-ce pas, ce manque de digitalisation. Il y a un véritable problème. Vous allez vous en rendre compte parce que dans la dernière partie, je parlerai quand même aussi de ce contrat GUP avec la Banque Postale, étant donné que le ministre, si vous voulez, a essayé de ramener le même modèle de paiement qui existait. C'est-à-dire, si vous voulez, on peut dire que c'est une espèce de GUP bis, puisque le ministre n'a pas demandé qu'on aille payer directement de l'argent
dans les caisses du Trésor comme cela se passait avant. Donc, on passe toujours par des intermédiaires qui peuvent être certainement, en attendant que tout soit dévoilé, qui peuvent être le mobile money, des banques et d'autres structures qui vont venir se greffer à ces chiffres pour justement, n'est-ce pas, servir d'intermédiaire avant que l'argent n'échoue dans le compte du Trésor qui est domicilié au niveau de la Banque centrale. Donc, exactement comme travaillait il y a quelque temps la Banque postale du Congo. Donc, voilà, pour que les gens comprennent. Et c'est pourquoi nous allons essayer un tout petit peu d'en parler dans la chute de notre podcast. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que il y a un réel problème. Je suis désolé de faire ce qu'on appelle la tautologie. En même temps que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, décide justement de créer FUTA, qui est une bonne chose, mais on se pose la question de savoir, est-ce que les structures qui vont être justement agréées dans le cadre de ces SWIFT, c'est-à-dire des banques, certainement les sociétés de téléphonie mobile et d'autres structures qui vont être justement venir se greffer à ces SWIFT, est-ce qu'il y a une véritable sécurisation qui a été mise sur pied? Pourquoi je pose la question? Moi qui ai enquêté sur le GUP, je sais très bien que le ministère des Finances, dans un premier temps, avait recruté le cabinet CACOGES. Je ne fais pas sa publicité. Un cabinet d'expertise comptable agréé, reconnu par l'Ordre national des experts comptables du Congo, l'ONEC. Alors, ce cabinet était chargé, lorsque le ministère des Finances lui a confié cette mission, de faire ce qu'on appelle dans la comptabilité le rapprochement des écritures. C'est-à-dire que on doit être rassuré que si une société X a eu à payer sa patente, ou alors ses impôts, ou alors ses droits de douane, on fait donc, si vous voulez, une espèce de rapprochement des écritures avec ce qu'il y a comme encaissement à la banque pour que l'on soit au même niveau. Et ces documents, je crois savoir, la banque postale faisait parvenir tous les mouvements en rapport avec le guichet unique de paiement à la direction du Trésor le lendemain. Si vous voulez, un jour plus un, c'est-à-dire le lendemain, ça veut dire quoi? Les paiements sont effectués aujourd'hui. La banque postale faisait parvenir tout ce qu'il y a eu comme encaissement, c'est-à-dire des documents physiques, nonobstant le fait que il y avait une certaine centralisation à travers le système informatique. C'est-à-dire que le GUP, c'est quelque chose qui était lié au système d'information du ministère des Finances, en même temps lié au Trésor, en même temps donc lié, ce qui permet, n'est-ce pas, de faire un certain tracking. C'est-à-dire que quand quelqu'un paye ses droits de douane à Pointe-Noire, à l'instant T0, le système d'information du ministère des Finances en est informé. La banque postale elle-même, elle en est informée. La direction générale du Trésor en est informée. La direction générale de douane en est informée. Pareil pour les impôts. Lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, a engagé une opération de paiement de ses impôts, à l'instant T0, au-delà de la banque postale du Congo, la direction générale des impôts est informée. Le ministère des Finances, via le système d'information, est informé et la direction générale aussi du Trésor en est informée. Ce qui faisait qu'il y ait une certaine traçabilité et le lendemain, selon mes informations, la direction générale de la banque postale faisait parvenir les documents physiques à la direction générale du Trésor, le service du courrier faisant foi. Ce qui permet que s'il y a un problème, il y a cette traçabilité, mais il y a aussi le cabinet CACOGES qui, à un moment donné, était payé par le ministère des Finances et finalement, qui était pris en compte par la direction générale de la Banque postale du Congo, tout simplement pour éviter qu'il y ait des couacs.
Et d'ailleurs, pour une information, lorsqu'il y a eu cette histoire de concessionnaire à Pointe-Noire qui avait falsifié les écritures dans des opérations tout à fait d'annulation d'écriture, ils vont payer à la banque postale, ils font annuler pour que l'argent rentre dans la poche. C'est ce système, n'est-ce pas, mis sur pied par la banque postale à travers Carcogès qui a permis de détecter le faux et usage de faux qui s'y effectuait. Et ça a permis tout de suite à cette banque de tenir informé l'autorité, c'est-à-dire la tutelle. C'est comme ça qu'on a pu faire la remontée. Vous avez suivi cette histoire. Ah donc, là, avec Fouta, il y aura certainement donc un nœud. C'est un nœud avec des banques qui sont agréées, avec certainement, pourquoi pas, Mobile Money. À quel moment donc on va faire une espèce de tracking, c'est-à-dire de vérification. C'est-à-dire que moi, je suis allé payer les impôts, oui, je suis relayé, comment est-ce que cela est contrôlé? Et il y a aussi une chose à retenir. Lorsqu'il y avait le GUP, on a senti, parce que Kalis Ganongo, en implémentant le GUP, c'était qu'il fallait absolument créer un service dédié au paiement de ces taxes, c'est-à-dire les impôts, la douane. Un service dédié. Donc, quand vous alliez à la banque postale ou quand vous alliez dans les services des impôts, qu'il s'agisse de Mungali ou alors de Bifouti, ainsi de suite, vous avez là, sur place, le service bancaire de la banque postale, qui n'est pas là pour le service des opérations usuelles bancaires, mais un guichet dédié pour que tout de suite, vous ayez les éléments physiques de la preuve de votre paiement et que cela permette éventuellement de ne pas faire, de ne pas donner du temps à perdre à l'usager qui doit partir d'un point A à un point B. Parce que dans le cadre justement de ce shift qui va être géré dans le cadre de l'opération Fouta, on peut se poser la question, les partenaires agréés, ce seront lesquels? Si ce sont les banques, oui, il y en aura. Si c'est le mobile money, oui, il y en aura. Mais quels sont donc, comment est-ce que à ces niveaux, les gens se sont organisés? Parce que on est dans 2 mois là. On est dans 2 mois, et ce n'est même plus dans 2 mois juste, on est dans 1 mois et quelques jours. Est-ce qu'il y a des guichets qui sont justement des guichets qui sont des guichets dédiés à ces opérations de dématérialisation des moyens de paiement, des taxes, des impôts, de tout ce qui va avec, des redevances qui doivent être versées pour le compte de l'État. Est-ce que dans chaque justement agence de la banque, on va avoir des guichets dédiés? Non seulement des guichets dédiés, mais des gens aussi formés, parce que il y a tout ça. Je ne vais pas me retrouver dans une banque X, je suis dans le quartier sud et je voudrais aller dans cette banque pour payer mon impôt et on me dit non, nous on n'a pas de guichet ici, il faut prendre votre voiture ou un taxi pour aller payer ça certainement à la direction générale en ville ou je ne sais pas dans une autre agence. Vous voyez que là, ça pose déjà un problème. Est-ce que donc ces dispositions sont prises? Ce sont des questions qui méritent d'être posées parce que pour ce genre d'opération, il vous faut des gens qui veillent sur le compte, qui veillent sur le compte de l'État. Je vous fais certainement l'économie de ce que l'État a subi lorsqu'on a créé un guichet de paiement avec la Congolaise de banque. C'était pour les paiements des droits de douane. Il y avait là aussi un véritable capharnaüm. Parce qu'il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas un cabinet qui veille pour le compte de l'État sur ces opérations, pour faire le nivellement, pour faire, n'est-ce pas, le rapprochement des écritures et comprendre pourquoi telle opération ne se retrouve pas répercutée dans les recettes de la journée. Parce qu'il y a des choses qui ont été constatées. Je vous parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé comme scandale à Pointe-Noire et n'eût été la vigilance de la Direction générale de la Banque postale du Congo, mais aussi du cabinet qui a été justement qui a été responsabilisé dans le cadre du rapprochement des écritures, du nivellement des écritures comptables, on n'aurait pas su qu'il y a des gens qui ils font des fausses opérations, ils font semblant de payer de l'argent à la banque postale, après quelque temps ils annulent l'opération et puis ça passait, n'est-ce pas, dans un système de mafia. Et
il y avait, oui, des gens de la banque, mais grâce à cette veille, on a pu donc mettre la main sur tout ce qui était impliqué dans le circuit, y compris des agents de la banque qui, n'est-ce pas, ont été interpellés. Donc, voilà, aujourd'hui que nous avons Fouta, est-ce que au niveau de ceux qui vont venir se greffer à ces shifts, des banques, des structures agréées, pourquoi pas le mobile money qui est justement la monnaie numérique électronique que justement nous avons à travers les deux opérateurs de téléphonie mobile, est-ce que là, il y aura effectivement un contrôle sur chaque structure qui est agréée ou qui est venue se greffer à ces shifts de Fouta? C'est des questions qui méritent d'être posées. Maintenant, une autre question. Vous avez vu dans le cadre de la loi de finances 2026 que l'AXI perçoit 5% justement au niveau de l'agence de régulation des transferts de fonds. Alors, on peut se poser la question, à quoi vont servir ces fonds qui vont être versés, parce que cet argent est directement reversé dans les comptes, n'est-ce pas, de l'AXI par l'ARTEF. À quoi ça va servir maintenant que on semble avoir un projet Fouta qui vient tuer les projets qui ont été commandés par le législatif et l'exécutif dans le cadre de la dématérialisation des moyens de paiement au Congo? Vous voyez comment est-ce que on n'est pas assez précautionneux dans la gestion des finances publiques. Parce que là, ça fait quand même une dispersion de fonds. En même temps, on va payer ceux qui ont mis sur pied Fouta, mais de l'autre côté aussi, l'État a mis, n'est-ce pas, un autre moyen de paiement avec des financements qui sont dégagés. Vous voyez, ça fait une perte. Si 3 milliards ont été engagés pour ces opérations dirigées par l'AXI, ça veut dire que ça passe en perte et profit. Et on peut aussi quand même se demander pourquoi le même État ne fait-il pas confiance à ses propres structures, à son expertise nationale. Parce que il me revient que dans le cadre de cette structure, vous savez-vous que nous étions exposés au bug de l'an 2000. Alors, cette structure s'appelait à l'époque Office congolais d'informatique. Il faut reconnaître le doigté d'un directeur général de cette maison. À l'époque, on l'appelait André Meteke. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Et selon des informations qui nous sont revenues lorsqu'il y a eu une réunion entre le directeur de l'époque, André Meteke, directeur général de l'OCI, et le ministre des Finances de l'époque, Mathias Zon, il dit, bon, là, nous allons vers le bug. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des solutions. Des gens voulaient faire venir des experts de l'étranger pour éviter au Congo le bug de l'an 2000. Souvenez-vous, c'est qui sont vraiment les férus en matière d'informatique. Et le fils congolais d'informatique, avec l'expertise qui était la sienne à l'époque, qui d'ailleurs s'est densifiée entre-temps, a pris l'engagement devant le ministre des Finances de l'époque, Mathias Nzon, pour dire « Nous allons épargner au Congo le bug de l'an 2000 ». Avec peu de moyens, des ingénieurs de l'Office congolais d'informatique ont travaillé d'arrache-pied et ont évité au Congo le bug de l'an 2000. Ça voudrait dire que nous devions quasiment perdre toutes les données informatiques parce que on était dans une mutation informatique et l'OCI l'a fait. Mais depuis que cette structure donc a fait preuve d'une certaine résilience, d'une certaine expertise, on peut s'étonner. Il n'y a pas très longtemps, selon nos informations, on a fait venir un expert sénégalais pour, n'est-ce pas, essayer de mettre sur pied la stratégie de développement de l'OCI. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses basiques. On peut trouver des experts au Congo parce qu'il y en a. S'il y en a pas au Congo, il y a des experts congolais à l'étranger qui sont assez doués en informatique, que d'ailleurs moi je connais. Eh ben on peut quand même faire appel, si vous voulez, pourquoi pas l'expertise de la diaspora, l'expertise congolaise qui se trouve au niveau de la diaspora, si on n'en trouve pas sur le plan local, et je sais qu'il y en a, mais tout simplement parce que les gens, il faut le reconnaître, créent un peu, n'est-ce pas, des marchés. Voilà, là-bas, les gens s'entendent au niveau du ministère des Finances et chacun essaie de créer un peu sa petite chose pour avoir de l'argent, alors que sur place, il y a l'expertise locale. Alors, je reviens tout à l'heure pour essayer de voir qu'est-ce que,
Aujourd'hui, on sait que la Banque Postale avait le monopole, n'est-ce pas, du GUP. Et bien, ce GUP, si vous voulez, bis, c'est comme ça que moi je peux appeler ça. Il y aura donc un projet qu'on appelle FUTA avec un SWIFT, c'est-à-dire qu'on va repartir la possibilité à d'autres acteurs d'être aussi dans le champ de la mobilisation de recettes, de paiement, ainsi de suite, via les moyens de paiement qui ont été évoqués au cours de mon podcast. Maintenant, ce qu'il y a comme question, c'est de savoir, alors maintenant que la Banque Postale n'a plus le monopole, qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce que cela voudrait dire que la banque va certainement fermer? Parce que j'entends des gens me poser la question. Alors, est-ce que la banque va être très en difficulté parce que elle n'a plus le GUP? C'est la question à laquelle je vais y répondre tout à l'heure. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, d'ailleurs beaucoup de gens me la posent aussi, c'est de savoir, avec le débranchement du guichet unique de paiement au niveau de la Banque Postale du Congo, est-ce que cette banque ne va pas sombrer? Parce que beaucoup de gens disent que la banque, jusque-là, ne vivait que grâce au GUP. Alors, c'est une question qui mérite d'être posée, d'autant plus que, comme vous le savez, la Banque Postale n'a pour actionnaire unique que l'État congolais. Et alors, que va devenir la banque, puisque vous savez tout ce qu'il y a eu comme brouhaha autour de cette histoire de GUP. Il y en a qui ont même dit que la banque percevait 15, soit 11% de taux, n'est-ce pas, de commission en termes de rémunération, adossés justement sur les recettes mensuelles qui sont générées par le GUP. Alors nous, on a essayé de fouiller, de pousser le bouchon de l'investigation plus loin, ce qui nous a permis de constater que dans le cadre du contrat de prestation de services qui met aux prises des deux parties, c'est-à-dire la Direction générale du Trésor qui a signé une partie du contrat et l'autre qui a été signé aussi par la Direction générale de la Banque Postale, il s'agit d'une rémunération qui se situe à 0,5%. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce contrat, nous avons pu constater que la Banque Postale doit émettre des factures mensuelles qu'elle adresse à la Direction générale du Trésor pour le paiement de ce qui lui est dû. Pour que vous compreniez un tout petit peu, pour essayer de simplifier les choses, ça voudrait dire que tout ce que le GUP essaie donc d'engendrer comme recette, alors on évalue le paiement de la Banque Postale sur 0,5%, c'est-à-dire qu'on essaie de calculer le montant généré par le GUP en un mois et on fait un calcul pour y retrancher 0,5% et les 0,5% ne sont pas payés tout de suite. Il faut que la Banque Postale puisse émettre ce qu'on appelle une facture. Et cette facture donc est payée par la Direction générale du Trésor. Mais depuis pratiquement 2023, je crois, octobre ou novembre-décembre, selon nos informations, la Direction générale du Trésor n'a plus payé la Banque Postale. C'est-à-dire que les 0,5% sur lesquels est opéré donc le paiement de la facture de la Banque Postale, conformément au prorata des recettes qui ont été effectuées au cours du mois, eh ben, la Direction générale du Trésor n'a pas payé. Et cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, le fait que la Banque Postale puisse connaître une certaine progression. Parce que si on s'en tient selon certaines indiscrétions, et nous on a pu avoir accès à quelques informations crédibles, la Banque Postale vient de réaliser 4 594 millions au titre de son résultat net. Le résultat net bancaire, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est un langage d'initié réservé à ceux qui sont justement les férus de l'économie bancaire, ça voudrait tout simplement dire le bénéfice net de la banque. Et je n'ai pas parlé de 4 millions, je parle de 4 594 millions au titre de son résultat net bancaire en 2025. Ce qui signifie que la banque a connu une résilience et a connu même une progression par rapport à l'année 2024, puisque on est dans une progression de 37% de résultat net bancaire
en 2025 par rapport à 2024. Ça voudrait donc dire que la banque réussit à vivre sans justement percevoir la rémunération qui lui est contractuellement accordée par la direction générale du Trésor. Alors, ce qui signifie que la banque n'a pas sombré. La banque n'a pas sombré et cela peut être un indicateur tout à fait important qui permet de comprendre que la banque postale tient, même si il n'y a pas le GUP. Mais tout de même, il faut noter que cela constitue quand même, par rapport à son flux de transactionnel, ça va quand même constituer un manque à gagner. Mais un manque au niveau des opérations transactionnelles. Et il faut noter une chose, peut-être c'est l'État qui pourrait certainement aussi, n'est-ce pas, ne pas bénéficier dans toute sa plénitude des services qui lui ont toujours été accordés sa propre banque. Pour votre gouverne, la banque postale a parfois joué en toute discrétion un rôle d'intermédiaire, en faisant donc, en mobilisant des fonds auprès d'autres banques dans ce qu'on appelle le crédit interbancaire. Ça voudrait dire quoi? Pour faire simple, ça voudrait dire qu'une banque demande à d'autres banques de la sous-région, ça peut être des banques camerounaises, des banques gabonaises, des banques congolaises. Elle se rapproche donc de ces banques, n'est-ce pas, de ses consoeurs pour leur demander de lui prêter de l'argent. Et la banque postale a déjà eu à jouer ce genre de rôle en mobilisant, par exemple, pratiquement 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA qui d'ailleurs, je crois, peinent à être remboursés. Donc, la banque tient, elle est obligée parfois de puiser sur ses fonds propres pour essayer, n'est-ce pas, de faire face à ces exigences. Donc, ça voudrait dire que l'État, qui donc pouvait compter sur le GUP, avec évidemment ce que cela avait comme flux transactionnel et qui donnait quand même une certaine crédibilité de la banque postale auprès d'autres consoeurs de la sous-région qui regardaient, n'est-ce pas, les transactions de leurs consoeurs congolaises en se disant oui, nous pouvons faire confiance à la banque postale pour certainement donc mobiliser des fonds au profit de l'État congolais. Ces fonds, comme vous le savez, c'est pas la banque postale qui les remet directement à l'État congolais, ça passait par, n'est-ce pas, une structure qui est chargée justement de faire ce qu'on appelle l'intermédiation, notamment la structure l'Archer. Bon, alors, est-ce que l'État qui aujourd'hui tout le temps en proie à des difficultés, c'est-à-dire un assèchement financier, obligé non seulement de recourir au marché des titres publics ou alors au marché interbancaire ou alors s'adresser même, pourquoi pas, à d'autres banques, notamment la banque postale, est-ce que l'État aura les mêmes leviers, les mêmes possibilités, n'est-ce pas, de lever des fonds qu'il faut auprès, n'est-ce pas, de la banque postale? Ça peut être justement une réelle question. Difficile qu'on y réponde, mais ce qu'on peut donc observer aussi dans le cadre, n'est-ce pas, de Fouta, il est à noter que on peut quand même reprocher à l'État congolais de ne pas être stratège, notamment le ministère des Finances, parce que quand vous voulez aussi développer l'économie d'un pays, vous tenez compte de certaines choses, même si on ne peut pas les dire, c'est-à-dire notamment, vous vous dites, est-ce que dans les banques et les structures qui seront agréées, qui vont venir se greffer au switch, n'est-ce pas, de Fouta, il faut que vous observiez là-dedans quelles sont les banques dans lesquelles, par exemple, l'État est actionnaire. Quelles sont les banques multinationales dans lesquelles l'État n'est pas du tout actionnaire? C'est-à-dire que ce sont des choses simples. Les autres fonctionnent comme ça, c'est-à-dire en se disant, est-ce que nous allons confier des rémunérations à des banques qui sont vraiment, comme on dit, des multinationales, bon, dans lesquelles l'État congolais ne perçoit aucun dividende? Ça, c'est des questions qui méritent d'être posées, peut-être stratégiquement, dans le cadre de Fouta. Moi, si j'étais le ministre des Finances, je m'excuse de m'illustrer en donneur de leçons, je ne mettrais pas, n'est-ce pas, dans ce panier du switch, je ne mettrais pas des banques dans lesquelles l'État n'a aucun intérêt. Moi, je ne vais pas les citer ici, mais il y a des banques dans lesquelles l'État congolais détient, n'est-ce pas, des actions. Par exemple, la banque BCH en dehors de la banque postale du Congo, ou alors la banque BESCA,
Et on peut encore regarder comme ça d'autres structures, c'est-à-dire des structures qui sont parfois aussi des structures à capitaux nationaux, privés ou publics congolais. Donc ça, c'est des petits détails parce que dans ce switch, vous allez vous rendre compte qu'on va essayer de mettre un package de toutes les banques, de toutes les structures. Ça peut être aussi Paxapet, ça sera aussi Momo à travers Mobile Money de MTN ou d'Airtel. Mais bon, à la fin, je pense que l'État qui devrait renforcer ce qu'on appelle le local content, enfin, n'en tient pas tellement compte parce qu'avant d'être ici, je me suis renseigné, certaines banques sont déjà reconnues comme celles qui vont justement être dans ce package, dans ce switch, mais sans tellement qu'on tienne compte évidemment du fait que l'État ne perçoit aucun dividende dans l'actionnariat de ces banques parce que ce sont souvent des banques comme celles que j'ai pu interroger. C'est une banque qui est à capitaux 100%, n'est-ce pas, marocain. Bon, voyez, donc ce sont des choses qui méritent souvent, n'est-ce pas, il faut avoir un peu, comme on dit, de la jugeote, regarder les choses en profondeur et se poser des vraies questions. Maintenant, la place, si vous voulez, on va maintenant observer ce que cela va générer en termes de mobilisation de recettes, c'est-à-dire si on fait comparaison poste par poste, hein, puisque n'oubliez pas que dans le cas de Fouta, il y a dedans des redevances et autres choses qu'on va percevoir, donc des taxes aussi. Tandis qu'en ce qui concerne la banque postale, ce n'était que les impôts et la douane. Donc, quand le moment viendra, eh ben nous serons certainement des votes pour faire la comparaison en termes de mobilisation, impôt douane en ce qui concerne Fouta et impôt douane en ce qui concerne le GUP. Donc voilà des questions qui méritent d'être mises sur la table. Nous le faisons pour que le pays avance et pour que les bonnes décisions soient prises. Loin s'en faut, pour nous, l'idée de brocarder certainement le switch qui a été créé par le ministère des Finances, bien au contraire, mais nous sommes en train d'attirer leur attention sur le fait que il faut certainement faire un saut qualitatif pour que cela, évidemment, soit pour le bien, non seulement de la République, mais aussi de tout le monde. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne ANTV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.